LeBron. Le King, le GOAT pour certains. Pour certains, c'est le GOAT. Attention, Alex. Commence pas tout de suite avec des... C'est un sujet, il y a un débat. On faudra peut-être qu'on l'ouvre un jour ce débat. On l'ouvre un jour ce débat entre LeBron et Jordan. On s'installe tranquillou, on fait la LeBron bise. et Jordan, moi je crois que c'était entre LeBron et Kareem Abdul-Jabbar. Ah oui, c'est vrai. Puis certains qui mettent Kobe, etc. Bien sûr, on pourra en faire la discussion. Forcément un débat à deux. Hein, oui. On verra ça, un de ces quatre. Voilà. Bon bah c'était notre vidéo du jour. Voilà, c'est Alex qui a sorti le thème. C'était exactement ce qu'on voulait tourner en plus. C'est parfait. Non, évidemment, il y en a plein. On sait que vous avez été nombreux à nous demander qu'est-ce que vous faites. Il n'y a pas eu les previews du calme. On va en faire aussi des toutes petites, mais pas. On va pas. Ça, c'est en termes on de va pas faire 4 previews en un jour. Les deux tours qui se chevauchent. Vous pouvez pas le faire. C'est ça, et puis on avait 2-3 choses de prévues aussi sur matériellement. Ouais. Puis on a fait pas mal de choses. Voilà. Mais ça nous empêche pas quand même de parler justement des Cavs et de LeBron, puisque là on a démarré le second tour et en fait on voulait faire un petit rewind un petit peu sur ce qui s'est passé avec le Game 7 notamment remporté face aux Pacers. Et là le début de tour face aux Raptors où on a eu un Game 1 et il y a plein de choses à dire. Ouais, disons que la question d'ensemble c'est de se demander regardez le titre. LeBron, jusqu'où il peut tracter, parce que j'appelle ça tracter. Ah, c'est tractopélé, ouais. Tractopélé ses Cavs. Il est tout seul. No disrespect envers les autres. En fait, il est tout seul, oui. Disons que. Faisons la liste. Depuis 2 matchs, je le trouve un tout petit peu moins seul. Mais ça va, c'est pas ouf la Non, mais attends. Mirage. Ouais, disons que, contre les Pacers, pour revenir un peu en arrière sur le premier tour, contre les Pacers. Ça a mal démarré. Ensuite, on a vu au match 1 où ils se font tabasser. On était devant, tout à fait. Ensuite, on a vu du gros LeBron pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Mais enfin, si j'ai bonne mémoire, les Pacers c'est quand même eux qui ont mené 2-1. Tout à fait. Ensuite, les Cavs, dans le sillage d'un gros LeBron, sont revenus et ont mené 3-2. Ensuite, avec le shoot au buzzer du Game 5 qui était monstrueux. Voilà, avec le goaltending juste avant. Voilà. Bref, l'arbitrage en question juste avant et tout. 98-95 ou quelque chose comme ça, gros shoot, 95 partout et gros shoot de LeBron, 98-95. Ensuite, on a vu un énorme Oladipo pour le Game 6 qui a été des Pacers qui n'ont pas tremblé, des Cavs qui savaient, on a bien vu quoi. Ils savaient pas trop par quel bout prendre, c'est-à-dire que dans les 2 matchs précédents, ils avaient bien trappé Oladipo, ils avaient réussi à réduire au maximum son influence sur le jeu, au minimum en fait, à réduire au minimum son influence sur le jeu, et on se disait tiens c'est pas con et tout, pour une fois que Tyronn nous fait péter un truc un peu viable défensivement, honnêtement défensivement. Gérard envoyant défense sur Gérard et ça frappait, Kevin Love ça bougeait les pieds, voilà c'est ça exactement. Et donc on se disait tiens ces Cavs on les a défoncés toute l'année à cause de leur défense dégueulasse. Dégueulasse, c'est une des pires défenses de la régulière. On se dit, tiens, là, ça teste des choses. Ils essayent des choses, ils testent des choses. Ensuite, c'est là où je veux dire que LeBron n'est pas forcément complètement seul. Sur le Game 7, il reçoit le soutien un peu inespéré d'un Tristan Thompson qui fait beaucoup de mal aux Pacers. Tristan Thompson fait son match. Les petits points, un peu de défense, un peu de switch sur des pick and roll de manière très intéressante. En fait, c'est surtout Kevin Love qu'on a perdu là depuis le début des playoffs. En fait, il y a eu honnêtement oui. À la fin du Game 7, là où on rentre quelque chose. Kevin Love, c'est compliqué. Sur ce Game 7, il y a donc Tristan qui fait un bête de début de match. Kevin Love, il est au cœur de cette espèce de stretch bizarre où LeBron, fin de 3e quart, sort, rentre au vestiaire, finalement les Cavs se retrouvent à +2, là il n'y a pas LeBron, démerde yourself, et il passe à +8 avec Love qui a enfin des spots. Love qui rentre des tirs. Qui a enfin des spots, et donc pour le coup un peu mieux responsabilisé, tu te dis, bon à ce moment-là ils vont bien utiliser. George Hill aussi qui a fait son... Tout à fait. Il sait tenir un pick and roll. De toute façon, Korver, etc., tous les gars, Korver, Gérard, ça on pouvait s'y attendre à leur production, un peu de l'activité défensive et surtout du shooting. En fait, après ce qui s'est passé sur cette fin de match, et donc t'as LeBron qui revient, et à ce moment-là, il plie le deal bien comme il faut. Mais en fait, il y a eu 2-3 tests de Tyronn Lue, on s'est fait genre, comment ça, c'est ce line-up que tu testes pour ce soir alors que tu l'as limite quasiment jamais utilisé de l'année. C'est ça. Qui était un peu osé, et ils s'en sortent. Bon, un peu casse-gueule, mais ils s'en sortent quand même. Parce que les Pacers sont pas loin. Ils s'en sortent parce que sur le match, ils ont un LeBron, même s'il a eu quelques petites crampes, ils ont un LeBron monstrueux. Le mec joue pas les 10 dernières minutes, il est en 45-10-10. Voilà, c'est ça. 45-8-7. On s'en fout. Mais, donc, effectivement, dans ce sens-là, c'est-à-dire que dans un match, si je dis pas de bêtises, qui s'est terminé à peine plus de 100 points, le Game 7 contre les Pacers, mais la moitié. 105 à 102 ou 100. Mais la moitié des wimps. Il met 45 points. Donc ça
ça pose forcément question quant à la répartition offensive des Cavs. Je reviens sur ce que je dis, je trouve pas qu'ils aient mal défendu en fait, à part le game... Non, ils ont assez bien défendu sur la série. Oui, non, c'est sur le game 3. Dans l'ensemble, ils ont plutôt bien défendu sur la série. C'est assez bien défendu. C'est pas si mal. Par contre, offensivement, moi, il y a eu plein de moments où, ok, t'es là, tu te dis, putain, LeBron, waouh, quelle bête. Et à côté, tu dis, waouh, mais en même temps, les Cavs. C'est le vide intersidéral. En fait, ce qui a été no man's land offensif. Ce qui a été étonnant, notamment sur ce premier tour, c'est que ceux qui ont notamment vu, et ça, c'est un aspect qui est assez hallucinant par rapport à LeBron sur toute sa série, tu le vois, c'est t'as l'impression qu'il a sélectionné ses matchs en fait. C'est-à-dire que le match 1, il est totalement foiré, c'est perdu. Le game 2, il est monstrueux. Le game 3, il a abandonné. Le game 4, ça va. Le game 5, il est monstre. Il met le shoot au buzzer, il est incroyable. Et le game 7 aussi. Donc en fait, t'as limite. C'est pour ça que c'était un petit peu grossi le trait quand on disait que limite LeBron avait remporté la série à lui seul. Mais il y a un peu de ça. Parce que si tu regardes, il fait 3 matchs limite all-time de playoff. Genre les 3 matchs qu'ils font sont monstrueux. Et le 4e, le seul qui gagne collectivement entre guillemets, c'est un peu aussi les Pacers qui se chient dessus. Donc c'est vrai qu'offensivement, on a vu c'est assez moyen. Parce que Tyronn Lue a essayé de changer là sur le début de playoff, c'est assez moyen et ça s'est senti sur tout le premier tour, sur les 7 matchs. Je sais pas s'il choisit ses matchs. LeBron choisit ses matchs, là, clairement. Je sais pas, je pense qu'il a 33 ans et que... il choisit ses matchs, donc du coup il met les pieds sur le frein, quoi. Mais du coup c'est pas son avantage non plus d'aller faire des séries en 7, tu vois. Je pense qu'il aimerait aussi, en fait, c'est pas qu'il choisit ses matchs, c'est il y a des matchs où il se met en tête, il est déter, genre comme le Game 7, quoi. Le Game 7, l'autre, tu le sais, dès les 3-4 premières possessions, tu fais ouh là là là. Bah il a 7 sur 7 au shoot, je crois. Il va être genre hyper... il était parfait au shoot. Ça rentre tout, ça drive, ouais, il prend des petits jumpers au niveau de ligne de lancer, tout ça, ça tout rentre. Voilà, le truc c'est que je pense qu'il aimerait de temps en temps avoir un peu de relais offensif et qu'il l'a pas. Et il y a des matchs dans lesquels il arrive à forcer, c'est pas le bon mot, mais il arrive à se dépasser, à forcer pour faire en sorte de toujours maintenir son équipe à flot. Il y a des matchs dans lesquels c'est plus compliqué, comme par exemple contre les Pacers, le Game 1 notamment, ou le Game 3, où là, tous les Browns qu'il est, il peut rien faire, il a pas assez d'aide. Alors là, tu sens quand même qu'il... Du coup, il laisse un peu filer. Tu sens quand même qu'il laisse filer. Oui, parce qu'il sent qu'il pourra pas le faire. Ouais, voilà, et qu'il y a des séquences où on a vu, il y a une séquence qui a été assez connue, celles qui l'ont vu notamment sur le Game 3, où t'as le 3 de Bogdanovic là dans l'angle, où LeBron reste dans la moitié de terrain, tu sais, il ne marche même pas, quoi. Il va direct vers le banc. Parce qu'il s'en fout de se replier en défense. Parlons pas de la défense de LeBron cette saison d'ailleurs, de toute façon. Non. Parce qu'il y a eu des moments où c'était très bien, et la plupart du temps, c'est quand même pas terrible du tout. Mais donc en fait, pour en revenir à la question que tu posais, et c'est celle qui est centrale dans cet apéro un petit peu, c'est jusqu'où LeBron peut les mener, parce que là on parle d'apport. Tout le premier tour c'était moyen, et là sur le Game 1 contre Toronto, là il y a du monde là. Là il y a du monde qui répond. Il y a Gérard qui fout la vingtaine, il y a Kel Korver qui en fout 19. Ouais, c'est ça. Il y a Jeff Green ouf en sortie de banc. Tristan, c'est un double-double en sortie de banc, c'est un 14-10 ou un truc comme ça. Ouais, il y a 16 points je crois de Jeff Green. Ouais, voilà. Donc là il y a du monde autour. Ouais. Sauf qu'en face, je dis pas que les Pacers jouent pas bien, au contraire, les Pacers, on n'en parle pas assez, ils ont fait une magnifique série de premier tour, mais les Raptors, c'est quand même autre chose. Ah, c'est un level up. C'est quand même un level up très sérieux. Bien La sûr. preuve d'ailleurs, c'est qu'en fait, sur ce premier match, si je dis pas de bêtises, il faudrait tout checker, mais je crois m'être dit ça à un moment. Je crois que dans le temps réglementaire, les Cavs n'ont jamais été devant. Ah non, ils mettent dans les 2 dernières minutes. Non, même pas. Je pense que dans le temps réglementaire, ils n'ont jamais mené. Ah oui, voilà, pardon, c'est en overtime qu'ils commencent à prendre le lead. Ils ont pris le lead tout de suite, mais en temps réglementaire, ils n'ont jamais mené. Non seulement ils n'ont jamais mené, mais si vous vous rappelez bien, donc il y a LeBron qui ramène tout le monde à 105 partout. Sur un petit shoot bien comme il faut. Un petit fadeaway d'une facilité incroyable. Tranquillou. Mais derrière, il reste une bonne trentaine de secondes, un truc comme ça. 30 secondes. Et les Raptors chient cette possession. J'estime qu'ils chient cette possession parce que ça se termine par un shoot à 3 points. Ça se termine par un shoot à 3 points de Fred VanVleet. D'accord. Mais vous m'excusez si je me trompe de joueur, mais en tout cas, je suis sûr le premier rebond offensif, c'est pour DeRozan et il rate son petit re-shoot. Oui, le petit shoot. Ensuite, je crois qu'il y a Valanciunas et je crois qu'il y a CJ Miles aussi qu'on a un. Bah, ils en ont 3. Ah, ils se chient, bien sûr. Ils ont 3 occasions de conclure, de finir. Donc, ces Raptors, dans un match où LeBron est en triple-double, même s'il a très mal shooté, enfin très mal, genre c'est du 12 sur 28. Ou Korver et Gérard sont des splash brothers. C'est un pourcentage au tir que LeBron peut faire bien mieux. Là, il se trouve que là, il avait un très mauvais pourcentage au tir sur ce match.
Dans un match où LeBron a mal shooté, mais il est quand même en triple-double, tu vois, l'autre, il est en 25... non, il a dit que c'était 25, un match, 12, 12, son pire match des playoffs. 25, 11 rebonds, 13 passes, ou un truc comme ça. T'as du Kyle Korver, t'as du Gerard Smith, t'as du Jeff Green, et t'as du Tristan. Là-dedans, t'as des doubles-doubles, t'as du scoring et tout, et malgré tout ça, Cleveland, pour moi, a été dominé de A à Z. Ah, bien sûr. Dans ce ils match ont été dominés par les Raptors. De toute façon, Raptors qui ont effectivement choke, notamment la dernière possession du temps réglementaire. Ils ont aussi choke la dernière possession qu'ils ont, donc ils perdent d'un point ce match en prolongation. Après le N1 de Laurie là, où ça revient à un point. Ouais. Après il y a un shoot de je sais pas qui. Enfin bref, ils récupèrent la balle, nos amis de Toronto. Ok. Là, c'est encore une possession qui se finit par un shoot à 3 points de Fred VanVleet. De toute façon, l'offense de... T'as qu'un point de retard. L'offense de Toronto sur ce Game 1, on pourra en parler pendant longtemps, ça a été... ils ont totalement quitté en fait leur axe qui était pourtant intéressant en début de match, où ça faisait beaucoup de passes, ça respectait leur identité sur la régulière, et même sur la série contre Washington, ça fait circuler le ballon. Ils sont retournés dans leur isolation... qui était vraiment pas top, DeRozan et tout. D'accord, mais isolation. Moi, j'ai envie de te dire, quand t'es mené d'un point, que c'est la dernière possession de la prolongation, j'ai envie de te dire, vas-y, donne la balle à DeRozan, tout le monde s'écarte et DeRozan joue en iso. Ça me dérange pas, à la limite. Moi, ça me dérange. Attends, je continue. Ça me dérange pas dans le sens où, DeRozan, il va jouer, même LeBron, même n'importe quel défenseur adverse, il va le jouer. Ok, il va essayer de le driver ou il va lui mettre son petit shoot à 5 mètres, enfin il va le tenter, en tout cas des choses qui peuvent rentrer. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça se finisse par un shoot à 3 points de Fred VanVleet. Fred VanVleet fait une très bonne saison, sortie de banc et tout machin. Putain, c'est pas à lui de mettre les shoots décisifs, et ça me dérange encore plus. Quand t'es mené d'un point à la maison, d'où tu shootes à 3 points. Allez au cercle, tenter quelque chose de plus peut-être plus facile, tu vois. Donc ça c'est vraiment pour critiquer un peu la fin de match ou du temps réglementaire ou de prolongation des Raptors. Mais à contrario, pour en revenir à LeBron et aux Cavs, je trouve qu'ils ont été dominés quand même assez sérieusement dans ce match. Ok, c'est un match de traînard, ok, ils finissent par revenir et tout, mais je pense que les Raptors ont montré qu'ils avaient des bonnes clés bien convaincante pour faire quelque chose de très sérieux dans cette série. Et il faudra vérifier, même s'ils viennent de perdre l'avantage du terrain. Il faudra vérifier justement sur le Game 2, on va le voir là, tout de suite. De toute façon, Toronto, là, c'est la pression, elle est mentale. Tu les mets tout de suite... C'est un must-win, hein. T'es à la maison, t'as déjà perdu le premier, si t'es à 0-2... Tu les mets tout de suite un peu sous pression, donc on va voir comment Toronto va répondre. Là, déjà, le Game 1, c'était important de voir au niveau mental comment ils allaient être. La première mi-temps de Toronto est pas mal. Ils arrivent à bien faire tourner le cuir. En fait... Moi, ce qui me fait chier avec elle est bien la première mi-temps. Ouais, mais ce qui me fait chier en fait avec le troisième quart, il est bien en fait. Les potentielles isolations de DeRozan, c'est que tu vois que Cleveland s'ajuste et que donc ils viennent doubler. Et ils sont venus doubler sur DeRozan. Hein. LeBron, il vient doubler sur DeRozan, et donc j'ai juste pas trop confiance moi perso en des isolations de DeRozan face aux Cavs. Attends, là-dessus, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Je nuançais juste sur la dernière possession. Quand tu es à -1, ça me dérange pas qu'il y ait DeRozan qui provoque l'ISO et que peut-être ça vient trapper. DeRozan, il peut la lâcher la balle, tu vois. Mais je voudrais que ça parte de là. Et je voudrais que ça évite de finir sur un shoot de Fred VanVleet. Je pense que quand même, il y a d'autres options que ça côté Raptors. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, on a un peu, en deuxième mi-temps, en tout cas en première mi-temps c'était pas mal, en deuxième mi-temps on a un peu retrouvé les Raptors qu'on n'aime pas trop, là, un peu trop d'ISO. Du coup, s'il y a bien un truc que Cleveland sait faire, c'est venir trap sur les joueurs forts d'en face. Ils vont faire à Oladipo, ils vont le faire à DeRozan. Je suis d'accord, mais en fait, au-delà de ça, je trouve que malgré ça, je trouve que Toronto a dominé ce match. Alors, et ils ont dominé un Cleveland, certes avec un LeBron qui shoot mal, mais avec du bon Gerard, du bon Kyle Korver, comme on l'a dit. Oui, qui vont pas re-shooter comme ça toute la série, ils vont pas être à 20 points et 19 points de moyenne. Gerard, il va peut-être pas mettre 80% de ses 3 points. Non, normalement, ils vont, bien sûr, ils vont devoir essayer de s'ajuster, on verra sur le Game 2. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ces Cavs-là, où LeBron a un petit coup de mou d'adresse par rapport au premier tour, s'il n'y a pas le gros Gérard, le gros Korver ou les deux, ça passe. Et ben il y a pas de match en fait. Ça passe, bien sûr. Il y a pas de match en fait. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est plutôt un point, je veux dire, compliqué à gérer pour LeBron, c'est-à-dire que quand il a un coup de mou, même quand ses partenaires se bougent un peu le cul, c'est dur. Et quand il est à donf, un 40 points et machin, ses partenaires ont du mal à suivre, ou alors il étouffe un peu le jeu. Enfin après je sais pas trop comment on peut dire ça, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve que ces Cavs
quel que soit le cas de figure, gros LeBron pas très adroit, le banc qui apporte un peu ou quoi, bah ils ont du mal en fait, ils gagnent aucun match facilement en fait les Cavs là. C'est ça. Depuis le début de ces playoffs, aucun. Ils ne dominent pas les matchs du tout en fait. Et là, je trouve que ce Toronto qui, ok, trop d'ISO, par contre c'est quand même une équipe sérieuse en défense, une équipe qui a quand même pas mal d'options en attaque. On a vu Valanciunas leur foutre 21 points. Non, il fait un gros game one. 21 points en shootant, c'est quoi le pourcentage? C'est mal, hein. Valanciunas, il shoot mal. Hein. Ouais, c'est des petits chip-in. Bah ouais, mais je sais même pas s'il est à 40% au tir sur ce match. Hein. Non, faut qu'il domine un peu plus. Après, on va voir évidemment sur le game 2 comment ils vont s'ajuster là. Est-ce que c'est un mirage? C'est ça surtout la question. Est-ce que c'est un mirage le game 1 et est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut se baser sur le game 1 et se dire, ok, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions en fait en sortie de ce game 1. Il y a eu des ok, c'est les same old Toronto Raptors et à ce moment-là, c'est bon, Cleveland va passer, etc. Okay, c'est les jokers, quoi. Ouais. Voilà, ou alors, est-ce qu'on se dit, c'est juste un one-shot là de tout le monde qui shoot bien et en même temps, Toronto a montré suffisamment de choses pour pouvoir se rattraper sur le 2 et aller derrière gagner, parce que c'est ça le plus important, t'as perdu l'avantage du terrain là. Donc il faut que tu ailles gagner à Cleveland. T'as plus le choix. Il faut que tu y ailles. Donc est-ce qu'on peut... Indiana l'a fait, Toronto peut le faire. Il faut le faire. De toute façon, en plus, c'est même pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent maintenant. Ils sont obligés parce que là, moi, ce qui me fait flipper en fait avec tout ça, c'est éviter d'être mené 2-0 déjà pour commencer. Déjà, et en fait, ce qui est flippant, et c'est lié notamment à ce que vous avez vu sur l'image de couve, c'est que là, tu le vois sur la réaction de LeBron à la fin du match. C'est pas n'importe quel win là qu'ils sont allés chercher. T'as 3 matchs là à jouer à la Quicken Loans. LeBron, il le sait pertinemment qu'il peut faire 3 monstrueux games et ça y est, c'est gagné. Parce que t'en as gagné à Toronto. Donc tu peux. Donc faut juste faire gaffe à ça. Contre ces Raptors, même un LeBron à 40 points, tu peux perdre. Tu peux, oui, bien sûr. C'est ce que je dis en fait. De toute façon, contre Indiana, les 3 matchs où il est à 40 points, c'est des matchs qui sont gagnés de 3 points. Exactement, bien sûr. C'est ce dont je parle. Mais c'est pas. Je sais pas si donc, c'est forcément mirage la même dans quel équipe, sens mirage, est-ce que c'est un mirage En gros, est-ce que ce premier match ne reflète pas vraiment ce qui va se passer dans la suite de la série ? C'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible que, en fait, il est possible, plus que possible, il est quasiment sûr qu'on va avoir du bien meilleur LeBron en fait finalement que ce qu'on a eu au Game On. C'est ça. Tout du moins au tir, hein, parce qu'il est quand même en triple-double. Hein, faut pas bien sûr, exagérer, tu vois. Hein, voilà. Ça c'est sûr. On aura aussi potentiellement du meilleur Lowry et du meilleur DeRozan quand même, faut pas non plus exagérer. Il faut, mais... il va falloir, potentiellement j'ai dit. Ah, bien sûr, j'imagine bien, mais vraiment pour le coup, ils ont l'air, moi ce qui me fait chier, pas si souvent du meilleur Korver et du meilleur Gérard et du meilleur Jeff Green, hein, quand même. Certes, par contre, hein. Mais t'as vraiment, après moi, encore une fois, c'est qu'un match, hein, donc les jugements sur les Game 1 c'est compliqué, mais t'as l'impression que Cleveland connaît par cœur les coverages de Toronto, quoi. Oui. Ça y est, dès que DeRozan a la balle, et allez, on va venir doubler. Le nombre de fois où LeBron a essayé d'intercepter la balle au terrain, genre. Parce que DeRozan, j'ai pas confiance, moi perso, hein, j'ai pas encore confiance en DeRozan, ça double, il l'a fait plein de fois. Hein. Attention, je vais pas commencer à blasphémer, il avait fait plein de fois où DeRozan est doublé, et à ce moment-là, il sort la balle, et il y a un mouvement de balle, etc. Mais vu là ce qui vient de se passer avec Fred VanVleet, et sur lequel t'es pas d'accord, est-ce qu'il va faire la passe ? Parce que le shoot qui est ouvert, qui est créé, c'est celui pour VanVleet. Et le prochain, ce sera pour Miles. Et le prochain, ce sera pour je sais pas qui. Déjà, je préfère Miles que VanVleet. Déjà. Pour commencer. Mais commençons par le début. Non, bien sûr. Sans faire offense à Fred VanVleet. Alors après, ça, c'est Casey. Qui fait une excellente saison. Je trouve que ça, c'est Casey, pas des cadeaux de lui filer le shoot de la gagne dans le temps réglementaire et le shoot de pas perdre pour gagner donc dans la prolongation. Non, c'est sûr. C'est quand même pas des cadeaux. J'ai envie de dire, DeRozan s'il se fait trapper, de temps en temps, comme on avait fait la critique à Lillard, il peut tenter de split aussi la double team de temps en temps. Genre y aller. Il peut tenter de temps en temps. Ça oblige la défense à s'ajuster. Il a un bon handle, il a de la puissance, il a de la vitesse. C'est pas un driver. Oh merde, DeRozan, il sait quand même faire des drives. Il sait driver, mais quand je dis c'est pas un driver, c'est que c'est pas dans le même registre qu'un Oladipo. C'est que par exemple, quand on compare ces joueurs-là, s'ils viennent trapper un gars comme Oladipo tôt, c'est parce que quand Oladipo met le coup de rein, les deux il les dépasse. DeRozan c'est un peu plus smooth, tu vois. C'est-à-dire qu'il attend aussi que les défenses viennent et qu'il s'ajuste. C'est pas tout à fait le même registre. Oladipo ça trace. Dès qu'il peut, il passe le corner, etc. J'ai juste un petit peu plus de mal. Dans ce cas-là, il faut être un peu plus créatif en termes de coaching. Là, on va revenir sur Dwayne Casey. Ou faire confiance à ton identité. T'as bossé toute la saison pour faire des bêtes de passes décisives, pour changer ton identité, ne plus être les Raptors qui isolationnent, et on retrouve les Raptors en isolation en fin de match. Ouais, mais dans ce cas-là, je sais pas comment. Trust ton système. Laisse la balle à Kyle Lowry au départ aussi dans ce cas-là. Peut-être. Faudra voir ce que Casey va nous proposer. Je sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les Raptors, ils ont des questions à se poser. Ils ont effectivement choke cette fin de Game 1, mais moi, personnellement, je trouve que
c'était quand même un bon match des Raptors. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'était quand même un bon match. Hein. Ça nous mène au prono. Hein. On va devoir le faire. Pour moi, ils ont quand même dominé ce match. Hein. Ils l'ont dominé quasiment toute la rencontre et ils le même perdent dans le jeu, ils l'ont dominé ce match. Mais il faut aller le chercher, il faut finir. Mais par contre, il faut finir. Et ça, c'est vrai que ça va leur jouer ça leur joue forcément des tours. Dans les playoffs, tu laisses ça face à LeBron, c'est un peu compliqué forcément. C'est clair. On se fait le petit pronostic ? Ouais. Ah oui, on fait un pronostic. Ah bah bien sûr, les pronostics sur cette série, bon il y a eu un match, mais là au moins on va compter sur les pronostics des gens. Qui vous mettriez sur cette série ? Parce que certains vont mettre tout de suite Cavs, là c'est sûr et certain. Est-ce que tu restes contre eux ? Voilà. Est-ce que tu restes sur Toronto ? Pronostic time sur cette série. Allez, mouille-toi. Ouais. Moi je l'ai. Hein. Mon petit prono, je te laisse. Tu vas parier contre LeBron ? Ouais, je vais peut-être parier contre LeBron, dans le sens où... En fait, c'est pas contre LeBron, c'est aussi contre ces Cavs, là. Ouais, bien sûr. Après, je parie pour les Raptors, c'est pas évident non plus cette affaire. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Les Raptors, ils nous ont pas convaincus des masses. Donc Toronto passe ? Ouais, allez, allons-y. Et combien ? 4-3. 4-3 ? Ouais, bah ouais, parce qu'ils vont pas non plus passer 4-1, tu vois. Et on peut sweeper le reste de la série. Tu vois, ça va être compliqué. 4-3. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que les Raptors sont capables. Après, ça se trouve, dès le prochain match, il y aura 2-0 pour les Cavs. Et puis bon, on va jeter mon pari à la poubelle. Mais mon pronostic à la poubelle, ça sera pour la première fois. Mais je pense qu'ils sont capables déjà d'égaliser à un partout. C'est très important pour les Raptors. Tu dois. Et ils doivent. Non mais, je pense qu'ils sont... Je pense qu'ils sont vraiment capables de le faire, genre... Et dans le jeu, et mentalement. Je pense que cette année, ils ont montré, notamment contre les Wizards, où je rappelle quand même qu'ils sont allés finir la série là-bas, à Washington, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. De manière assez autoritaire, assez bien, quoi, face à une équipe qui a du talent, différente des Cavs et tout. Donc ils ont montré qu'ils étaient pas là pour comment on dit là pour trier les lentilles et tout ça, poser du placo, voilà, tout ça. Je vais partir sur... Donc moi je dirais 4-3, comme ça pendant que tu réfléchis je finis. Je pense qu'ils sont capables d'aller récupérer l'avantage du terrain en gagnant au moins une fois à la Quicken Loans. Je pense que ça peut être serré. Et je pense que s'il y a un Game 7 au Air Canada Centre, je pense qu'ils peuvent le gagner en fait, les Raptors. Je vais me remettre bien avec les fans des Raptors, moi qui souvent viennent me critiquer parce que je critique trop les Raptors, tout ça. Non, moi j'y crois. D'accord. J'y crois vraiment. Après, je parie contre LeBron, donc effectivement, ça c'est pas trop dans mes habitudes. Je vais respecter le prono initial, hein, et notamment celui un peu sur la conférence S globale. J'arrive pas à parier contre 4 matchs de LeBron. J'arrive pas, maintenant qu'il en a plus que 3 à remporter, je reste sur lui. 4-3 là-bas, il termine. Ah bon ? Ah ouais, 4-3 des Cavs là-bas. Parce que dans ce cas-là, moi, tu vois, j'hésite. Moi, perso. Tu mettrais 4-2 Cavs ou 4-1 Exactement. Moi, je pense qu'ils peuvent terminer là-bas. Et je pense que Toronto, par exemple, s'il y a Cleveland qui mène 3-2 et qui doivent terminer à la maison, je vois bien Toronto récupérer, faire 3-3, rentrer à la maison et le perdre derrière. Ça, je le vois pas du tout, ça, par contre. Ça, par contre, j'y crois pas du tout. Ça, moi, j'y crois très bien. Pour moi, s'il y a 3-2 Cleveland, c'est fini cette affaire. Moi, je fais confiance à Thanos. Ça se finit à la Quicken Loan. LeBron, il ratera pas l'occasion. Chez lui. Game 7, moi, je pense. Ce sera sur un Game 7. En tout cas, on veut qu'il y ait une série en 7. Ça, c'est sûr et certain. On veut, ouais. On va espérer. Normalement, ça devrait le faire. De toute façon, les Raptors, cette année, s'ils n'y arrivent pas, les copains, ça va être un peu compliqué. Bon, dans tous les cas, voilà un petit peu pour cet apéro. On suivra toute la série, évidemment. On va faire le point après sur les autres petites demi-finales, Alex, n'est-ce pas ? Mais on part sur ce pronostic-là. N'hésitez pas à balancer tous vos pronostics et puis surtout, croisez les doigts pour que LeBron nous finisse pas par tous nous tuer au final. Parce que c'est un peu le king, quoi. Bon, allez, bon courage aux Raptors, à la prochaine, ciao.